Le chat est un animal que l'on croit docile et doux comme une peluche, mais au fond, c'est un vrai petit fauve. Il partage près de 96% du patrimoine génétique du tigre. Et il a les mêmes instincts que ses cousins de la grande famille des félins. C'est à se demander pourquoi ce redoutable chasseur a un jour abandonné la vie sauvage pour le confort de nos maisons. Que reste-t-il exactement de ses farouches origines? Voici la transformation d'un super prédateur en docile animal de compagnie. Comment le chat a-t-il réussi à séduire l'homme au point de devenir un de ses animaux domestiques préférés et une véritable star du net? L'adorable frimousse des chatons est une des clés de leur succès. Je n'ai jamais vu un chat aussi grand. Il est gigantesque. Malgré sa proximité avec nous, le chat est-il capable de mettre de côté sa nature solitaire? Voici la grande histoire du chat, une épopée féline et sauvage. Les chats sont des animaux complexes, distants, mais affectueux. Placides, mais farouches. Apprivoisés, mais indomptables. Ils ont beau cohabiter avec nous depuis des milliers d'années, il n'en reste pas moins des petites bêtes sauvages. Pourtant, ça ne nous empêche pas de les aimer. En France, les chats sont presque 2 fois plus nombreux que les chiens. Un peu partout dans le monde, leur cote de popularité atteint des sommets. Pour comprendre les raisons de leur succès, il faut commencer par le commencement. Une portée de chatons. Âgés d'à peine 24 heures, ces 2 nouveau-nés sont entièrement dépendants de leur mère. Pendant les premiers jours de leur vie, leurs paupières sont soudées et ils n'entendent quasiment rien. Seul leur odorat est déjà assez affûté pour assurer leur survie. Du bout de leur minuscule museau, ils repèrent l'odeur du lait maternel et chacun s'attribue une tétine nourricière. Les premières semaines du chaton vont décider de son avenir. Il n'a que peu de temps pour devenir un animal domestique. S'il n'a pas de contact avec l'homme avant ses 2 mois, il restera sauvage et aura du mal à se laisser apprivoiser. Quand on observe de jeunes chatons, on s'aperçoit vite que leur succès repose avant tout sur le savant mélange de leur instinct de prédateur et de leur physique avantageux. Par définition, le chaton est mignon. Le grand public lui attribue régulièrement le titre du plus adorable des animaux.
Ce n'est pas un hasard. Il y aurait même une explication scientifique à notre attendrissement. John Bradshaw étudie les chats et leur relation avec l'homme. On a beaucoup de raisons d'aimer les chatons. Ils sont petits, vulnérables, doux comme des pluches et ils adorent jouer. Mais en plus, certaines de leurs caractéristiques physiques déclenchent en nous des émotions très primitives. Pour voir comment cela fonctionne, il suffit de modifier l'image d'un chaton par ordinateur. On commence par allonger le museau pour qu'il ressemble davantage à celui d'un mammifère typique. Et déjà, le chaton perd de son charme. Ensuite, on réduit la taille des yeux pour qu'ils soient eux aussi plus conformes à ceux d'un mammifère. Pour le coup, le chaton n'est plus mignon du tout. Mais si on rétablit les proportions d'origine, il redevient aussitôt adorable. Pourquoi l'homme est-il tellement sensible à ses grands yeux et à son petit menton? Parce que ces deux caractéristiques lui rappellent des petites créatures très proches de lui, les bébés. Nous sommes programmés pour être profondément émus par le visage d'un enfant. Comme le bébé, le chaton déclenche dans notre cerveau un afflux de dopamine qu'on surnomme l'hormone du bonheur. La même que l'on sécrète quand on est amoureux. D'après certaines études, observer des bébés ou des chatons en train de jouer nous rendrait plus prudents et plus précis dans nos gestes. Enraciné dans notre psyché, notre instinct de protection nous pousse à prendre soin de ces êtres vulnérables. Même les ours en peluche ont été modifiés pour correspondre à ces critères physiques. Au XIXe siècle, les ours en peluche étaient fidèles à la réalité. Ils ressemblaient à des grizzlies miniatures. Mais les fabricants se sont aperçus que les peluches avec une tête toute ronde et des grands yeux, comme ceux d'un chaton, se vendaient beaucoup mieux. Aujourd'hui, les chats sont partout sur Internet. Des millions d'internautes regardent et partagent des images de chats tous les jours. Leurs exploits constituent la catégorie la plus populaire sur les sites de partage de vidéos. Mais que se cache-t-il derrière cette fascination pour les petits félins? Si on voit beaucoup de chatons sur Internet, c'est avant tout parce qu'ils sont très mignons. Ils ont des frimousses adorables et ils adorent jouer. Notre instinct nous pousse à les regarder. Ce n'est pourtant pas la seule raison. Les chiots présentent aussi des caractéristiques communes avec les bébés. Mais leurs vidéos connaissent généralement moins de succès. Allez, tire! Tape là! En fait, le chien serait trop expressif pour devenir une star d'Internet. Doté d'un réseau complexe de muscles faciaux, il est capable d'exprimer une palette d'émotions facilement identifiables. En revanche, le chat nous paraît plus impassible. On peut donc plaquer sur son absence d'expression l'émotion que l'on souhaite. La joie, la contrariété ou simplement l'indifférence. Quand on regarde une image de chat, on peut projeter sur l'animal pratiquement n'importe quelle émotion. Il suffit d'ajouter une légende ou des sous-titres et l'effet comique est garanti. C'est très simple. Qu'il soit sur nos écrans ou sur nos genoux,
Les chats éveillent en nous un tel instinct de protection qu'on ne peut vraiment pas leur résister. À tout juste 10 jours, nos 2 chatons ne font pas exception. Leurs yeux viennent de s'ouvrir. Ronds comme des soucoupes, ils semblent faits pour nous attendrir. La plupart des chatons ont d'abord les yeux bleus, car ils ne produisent pas encore de mélanine. À mesure qu'ils grandissent, leur regard se pigmente de vert, de jaune ou de roux. Leur ouïe s'est affinée, mais ils ont du mal à déterminer d'où viennent les sons. Ils dépendent toujours entièrement des soins de leur mère. Cependant, ils vont grandir très vite et ils ne tarderont pas à développer un trait de caractère que l'homme affectionne tout particulièrement. Dans la nature, presque toutes les espèces de félins mènent une vie solitaire. Après avoir passé plusieurs mois avec leur mère, les jeunes partent seuls à l'aventure. Même si nous offrons au chat un mode de vie très confortable, il semble toujours suivre ses propres lois. Cet esprit d'indépendance hérité de ses cousins sauvages fait partie des qualités que nous préférons chez lui. Il y a près de 100 millions de chats en Europe, contre environ 80 millions de chiens. Le chien a la réputation d'être fidèle, affectueux et docile. Le chat est distant et autonome. Il peut se montrer câlin, mais seulement s'il en a envie. Le chien est un animal social. Il considère sa famille d'adoption comme sa meute et il a besoin de sa présence pour être heureux. Alors que le chat s'occupe très bien tout seul, le chien adore participer à la vie de l'homme. Et si le félin apprécie la solitude, le chien déteste être séparé de ses maîtres, même pour quelques heures. Le chat présente donc un avantage considérable. Au quotidien, il réclame relativement peu d'attention. En plus d'une physionomie agréable et d'une nature indépendante, le chat a d'autres atouts de séduction. C'est un animal gracieux et très agile. Il peut accomplir des bonds de plus de 1 mètre de haut. Un talent qu'il partage avec l'un de ses cousins africains, spécialiste de la chasse aux oiseaux, le serval. Le chat excelle aussi dans le saut en longueur. Grâce à ses puissantes pattes arrière,
il est capable de franchir sans élan une distance de plusieurs fois sa taille. Tout comme sa cousine arboricole d'Asie, la panthère nébuleuse. Des pattes musclées et des articulations bien huilées absorbent le choc de l'atterrissage. L'oreille interne du chat contient un organe sensoriel qui lui permet en cas de chute de repérer le haut et le bas. Il peut ainsi se retourner en plein vol et presque toujours retomber sur ses pattes. Le chat est aussi un excellent grimpeur, même s'il a souvent du mal à redescendre du sommet des arbres. Il utilise ses griffes rétractiles comme autant de petits pics à glace. Une fois dans les hauteurs, tel un funambule, il assure son équilibre en utilisant sa queue comme contrepoids. Composé d'une série de petites vertèbres, son appendice caudal est très maniable et lui permet d'évoluer facilement dans les branches. Tous les félins, qu'ils soient chats de gouttière ou tigres de Sibérie, sont dotés d'une spécificité morphologique qui leur confère une agilité d'acrobate. Moins resserrés que chez les autres mammifères, leurs vertèbres sont séparées par des coussinets élastiques, ce qui augmente la flexibilité de leur colonne. Leurs omoplates, reliées au squelette par des muscles et non par des os, permettent à leurs épaules de bouger avec souplesse. Avec une anatomie si flexible, pas étonnant que les félins soient de redoutables chasseurs. Dans ce domaine, le chat joue d'ailleurs dans la cour des grands. S'il faisait la même taille qu'un tigre, il serait à la fois plus puissant et plus agile que lui. Les félins sont dotés d'organes sensoriels extrêmement affûtés. Les très grandes oreilles du serval ressemblent à celles d'une chauve-souris. Indépendantes l'une de l'autre, elles pivotent chacune à 180 degrés. Ce petit félin est capable d'entendre les rongeurs cachés dans leur souterrain. Il peut ainsi traquer ses proies sans même les voir. Tous les félins ont une ouïe très développée. Et les chats ne font pas exception. Ils perçoivent même des sons inaudibles à nos oreilles. John Bradshaw étudie précisément l'ouïe du chat.
J'ai ici l'enregistrement d'une souris mâle qui appelle une femelle. C'est le genre de bruit qui intéresse particulièrement les chats. Je l'ai ralenti 5 fois pour qu'on puisse l'entendre, parce que notre oreille ne perçoit pas les ultrasons, contrairement à celle du chat. Dans un coin du salon, le chercheur installe une enceinte qui va diffuser les couinements de la souris à vitesse réelle. Tout paraît silencieux, mais visiblement, le chat perçoit quelque chose. Voici ce qu'il entend. Les sons suraigus sont difficiles à localiser. Mais le petit félin ne tarde pas à repérer l'origine du bruit. Pour chasser, il utilise beaucoup son ouïe, parce qu'il recherche des sons bien spécifiques, des cris de souris par exemple. C'est grâce à ses oreilles qu'il localise ses proies. Les yeux du chat sont eux aussi parfaitement adaptés à son mode de chasse. D'où la forme surprenante de leurs pupilles. La plupart des mammifères ont les pupilles rondes, y compris les grands fauves. Mais chez le chat, comme chez d'autres petits félins, elles ont la forme d'une fente verticale. Les félins de petite taille chassent le plus souvent en embuscade, comme ce chat des sables qu'on trouve en Afrique du Nord. Il reste tapis sur le sol à attendre qu'une proie passe à sa portée. À ras de terre, les pupilles verticales sont idéales pour évaluer les distances. Visiblement, le chat domestique est lui aussi un roi de l'embuscade. Et comme tous ses cousins sauvages, il aime chasser la nuit. Le margay vit en Amérique centrale et du Sud, dans les hautes branches de la jungle tropicale. Le fond de son œil est tapissé d'une membrane réfléchissante qui multiplie la quantité de lumière captée par la rétine. Grâce à cette même particularité anatomique, le chat voit environ 6 fois mieux que l'homme dans la semi-obscurité. Mais les félins disposent encore d'un autre atout pour se repérer dans le noir complet. Les moustaches. Des fibrisses hypersensibles dont la base est reliée à un vaste réseau de terminaisons nerveuses. Certains mammifères les utilisent non seulement pour évaluer les distances, mais aussi pour élaborer de véritables cartes mentales. Nous allons tenter une expérience avec une jeune femelle. Elle devra traverser un labyrinthe dans l'obscurité totale. Sa progression sera observée grâce à des caméras thermiques. Elle se sert de ses moustaches pour repérer les passages entre 2 parois. Ce qui n'est pas simple quand on est plongé dans le noir. L'expérience révèle aussi son aptitude à résoudre les problèmes. Parce qu'ils sont solitaires, les félins doivent en effet trouver des solutions par eux-mêmes. Le cortex cérébral du chat, c'est-à-dire la partie de son cerveau dédiée à l'analyse des informations,
contient presque 2 fois plus de neurones que celui du chien. Cette femelle est donc a priori plus à même de relever ce genre de défi. Il ne lui aura fallu que 60 secondes pour accomplir sa mission. Ce sont leurs spécificités anatomiques qui permettent aux petits félins de s'épanouir aussi bien dans les forêts tropicales du Costa Rica que dans la toundra enneigée de l'Alaska ou dans notre jungle urbaine. À 4 semaines, nos 2 chatons sont occupés à affiner tous leurs sens. Ils passent leur temps à explorer leur environnement. En jouant, ils développent l'agilité, la vivacité et les réflexes qui feront d'eux des adultes accomplis. Ils ont encore beaucoup à apprendre. C'est l'âge où ils sont irrésistibles. On se demande comment notre passion pour les chats a débuté et comment expliquer la relation unique qui nous lie à eux. La dynastie des félins a vu le jour il y a plus de 10 millions d'années dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, ces forêts abritent un animal discret qui semble à mi-chemin entre petits et grands félins. La panthère nébuleuse. Les premiers félins étaient des prédateurs si efficaces qu'ils ont fini par étendre leur territoire au-delà des forêts. Ils se sont adaptés à leurs nouveaux habitats et au fil de l'évolution, ils ont donné naissance à une multitude d'espèces. Le chat des sables arpentait le désert. Le chat rubigineux rôdait dans les plus hautes branches des forêts. Et l'étrange chat de palace jouait à cache-cache dans les plaines rocheuses d'Asie. On trouvait des félins presque partout dans le monde. Mais ils restaient sauvages et gardaient soigneusement leur distance avec l'homme. Jusqu'à ce que leur histoire et la nôtre finissent par se croiser. Il y a plus de 10 000 ans, dans une région du Proche-Orient appelée le Croissant fertile, les hommes ont commencé à cultiver des céréales. Dans les villages, les réserves de grains ont attiré des hordes de rongeurs affamés. Il devenait urgent de se débarrasser de ces ennemis indésirables. Un petit félin audacieux est alors arrivé à la rescousse. Le chat sauvage, le plus proche cousin de notre chat domestique d'aujourd'hui. Il était à peine plus gros que lui. Alléché par les rongeurs, le petit prédateur s'est rapproché des villages et il a fini par se laisser apprivoiser.
Les archéologues ont retrouvé des traces de sa présence dans les foyers d'Égypte antique, soit 2000 ans avant notre ère. Certaines fresques murales de l'époque représentent des chats en train de chasser oiseaux et rongeurs au milieu des champs. La tradition voulait que lorsque le chat de la famille mourait, toute la maisonnée se rasait les sourcils en signe de respect. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, les chats étaient bien plus que des animaux de compagnie. Dans les sous-sols du Manchester Museum, l'égyptologue Campbell Price étudie les preuves de leur statut divin. Bien sûr, les chats étaient très utiles, parce qu'ils chassaient les rongeurs. Mais les Égyptiens avaient un rapport particulier avec les animaux. Ils les voyaient comme des intermédiaires entre les hommes et les dieux. C'est encore plus vrai avec le chat à cause de son caractère distant. C'est aussi pour cela qu'aujourd'hui, on l'associe étroitement à l'Égypte antique. Mais la vénération des Égyptiens pour le petit félin ne présentait pas que des aspects positifs. Comme le chat était une créature divine, il était courant d'offrir aux dieux des effigies à son image. Longtemps, les chercheurs se sont interrogés sur la nature exacte de ces offrandes. Aujourd'hui, grâce au progrès de la technique, Campbell Price et ses collègues sont capables de percer leur mystère. On a pu scanner par exemple ce joli sarcophage en bois. On voit qu'il a été recouvert d'une couche de plâtre et qu'il a été entièrement peint, avec beaucoup de détails. Les yeux étaient figurés par des billes de verre ou des pierres précieuses. C'est vraiment une pièce magnifique. Mais quand on regarde à l'intérieur avec le scanner, on y trouve un squelette complet de chat. Les cadavres de chats étaient momifiés, puis vendus comme offrande pour les dieux. La demande était si forte que les félins étaient élevés en masse juste pour être sacrifiés. Des siècles plus tard, une cargaison de momies est envoyée par bateau jusqu'au Royaume-Uni. En 1890, une cargaison de 180 000 momies de chats est arrivée sur les docks de Liverpool. Elle a été vendue aux enchères pour être utilisée comme engrais. C'est dire le nombre de momies de ce genre qui devaient exister en Égypte. Mais tous les chats n'ont pas été sacrifiés. Embarqués à bord des navires pour chasser les rongeurs, certains ont voyagé jusqu'en Europe. Et plus tard, les missionnaires sont partis avec leurs chats aux quatre coins du monde. À la fois utile et charmant, le chat s'est trouvé une place confortable dans nos maisons. Dans certains pays, il bénéficie même d'un statut tout particulier. Au Japon, le chat est l'objet d'une véritable vénération. La légende raconte qu'un chat blanc aurait sauvé un samouraï. Il l'aurait incité à s'abriter de l'orage dans un temple et lui aurait évité la foudre de justesse. Depuis, l'animal est considéré comme un porte-bonheur. On en trouve des représentations partout, dans les maisons, les restaurants et les boutiques.
Les Japonais sont véritablement fous de félins. Dans le sud du pays, la population féline semble même avoir pris le dessus. Ici, les chats ont abandonné leur mode de vie solitaire pour vivre en bandes organisées. Un phénomène qui remet en question ce qu'on croyait savoir à leur sujet. Nous sommes sur l'île d'Aoshima, surnommée aussi l'île aux chats. Les félins y sont à peu près 6 fois plus nombreux que les hommes. Et ils sont capables de créer un vrai chaos. Les habitants qui vivent ici doivent verrouiller leurs portes pour éviter l'intrusion des petits voleurs. Les bagarres entre chats sont fréquentes et l'île résonne de leurs cris déchirants. Quand Monsieur Kamimoto revient de la pêche, son bateau est pris d'assaut par les félins. Pas besoin d'être un génie pour deviner ce qui les intéresse. Les chats ont été introduits sur l'île pour éliminer les rongeurs qui détruisaient les filets des pêcheurs. On a voulu avoir des chats pour diminuer le nombre de souris. C'est comme ça que tout a commencé. Naturellement doués pour la chasse aux souris, les félins n'ont pas mis longtemps à remplir leur mission. Mais ils se sont reproduits si vite que les habitants ont dû faire face à un nouveau problème, une invasion de chats. Ils sont tellement nombreux. Moi, j'aimerais juste en avoir un ou deux, mais ils sont une vraie petite troupe. Je suis obligé de pêcher plus de poissons pour les nourrir. Les festins offerts par Monsieur Kamimoto et les autres pêcheurs expliquent pourquoi les chats de l'île vivent en groupe. Quand il y a une concentration de nourriture sur un territoire restreint, les félins peuvent mettre de côté leur nature solitaire et apprendre à cohabiter pacifiquement. Certains de leurs comportements en sont radicalement transformés. Comme chez les lions, les femelles s'organisent et se partagent la surveillance des chatons. On pensait autrefois que le lion était le seul félin social. Mais on constate aujourd'hui que dans des conditions bien spécifiques, les chats sont capables de se regrouper pour profiter au mieux de la situation. Cette capacité d'adaptation explique en partie leur domination géographique. On estime qu'il y a environ 600 millions de chats dans le monde. En plus d'être notre animal de compagnie préféré, le chat est aussi le félin le plus répandu sur la planète. Et même s'il a voyagé un peu partout, il n'a pas beaucoup changé. Pendant longtemps, nous l'avons élevé uniquement pour ses talents de chasseur. Ce qui est loin d'être le cas pour notre deuxième animal de compagnie préféré. L'homme a commencé à apprivoiser le chien il y a au moins une trentaine de milliers d'années,
donc depuis 3 fois plus longtemps que le chat. Il a ensuite sélectionné les différentes races canines pour remplir des missions bien spécifiques. Une fois que la population de rongeurs a été sous contrôle, nous avons commencé à regarder le chat d'un autre œil. Il y a environ 2 siècles, l'homme s'est mis à sélectionner les chats d'après des critères purement esthétiques. Aujourd'hui, de nombreux concours de beauté sont organisés et certains chats prennent même des allures de top modèle. Le Bengale est le résultat d'un croisement entre le chat domestique et le chat léopard. Il a hérité du pelage marbré de ce dernier. Le Selkirk est doté d'un poil frisé spectaculaire, comme si on lui avait fait une permanente. Sans doute le plus surprenant de tous, le sphinx est caractérisé par une absence totale de poils. Certains n'ont même pas de moustache. L'une des races les plus anciennes est aussi l'une des plus connues. Ses lointaines origines se trouvent en Asie du Sud-Est. Le siamois. Son pelage clair se teinte de brun foncé à ses extrémités, ses oreilles, son museau, sa queue et le bout de ses pattes. C'est le résultat d'une mutation génétique proche de l'albinisme. Seule la fourrure des parties du corps les plus froides est pigmentée. La même mutation génétique est responsable de ses yeux bleu azur. Le physique exceptionnel du siamois a fait de lui l'un des chats les plus populaires. Notre quête de l'exotisme a donné naissance à près de 80 races plus étonnantes les unes que les autres. Mais le résultat de nos sélections a parfois dépassé nos espérances. Le bruit court que le plus grand chat du monde se trouve ici, dans cette petite ville d'Angleterre. Voici Ludo, un Maine Coon âgé de 2 ans. Alors qu'il n'avait que 3 mois, il avait déjà le gabarit d'un jeune chat de 5 mois. Sa taille extraordinaire pourrait bien lui valoir une place dans le livre des records. Sa propriétaire a décidé de l'emmener chez le vétérinaire pour le faire mesurer officiellement. Vu sa taille et son poids, je dois utiliser un panier XL. Ce n'est pas très pratique, mais heureusement il est sage. Richard Stenning est évaluateur agréé. Je n'ai jamais vu un chat aussi grand. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup étant évaluateur. Il est vraiment gigantesque. Richard va mesurer Ludo 3 fois, du bout de son museau jusqu'à l'extrémité de sa queue. Puis il retiendra la moyenne des 3 chiffres. Pour le moment, le record est établi à 110 cm.
Avec une première mesure à 115 cm et une deuxième à 120 cm, ça nous fait une moyenne de 118,3 cm. Record battu, félicitations. Bravo. Aujourd'hui, nous accordons plus d'importance à l'apparence de notre chaton qu'à ses qualités de chasseur. Mais on ne se débarrasse pas si facilement de son passé. Profondément ancré dans les gènes du chat, l'instinct du prédateur est déjà très développé chez le jeune chaton. À 12 semaines, nos deux frères ressemblent déjà à de jeunes adultes. Leur activité préférée? Jouer au chat et à la souris. D'instinct, ils adaptent leurs gestes à la taille de leurs jouets. Ils attaquent les plus petits avec leurs pattes avant, puis les saisissent entre leurs crocs. Avec un jouet plus gros, il vaut mieux être prudent. Ils le tiennent fermement et le rouent de coups avec leurs pattes arrière. Ils reproduisent ainsi les techniques de chasse de leurs ancêtres. Une proie plus grosse est aussi plus dangereuse. Mieux vaut la tenir à distance. Cependant, ces chatons ont bénéficié de beaucoup d'attention et d'affection dès leur plus jeune âge. Et leur côté sauvage a été largement apprivoisé. S'ils n'avaient eu aucun contact avec l'homme, ils seraient restés résolument farouches. À force de caresses et de câlins, nous les habituons à notre présence et les transformons en animaux de compagnie. Nos chats s'affranchiront-ils un jour de leurs instincts originels? D'après John Bradshaw, ils ont déjà commencé à changer. Le chat incarne une espèce de paradoxe. On l'a apprivoisé dans un but bien précis, pour qu'il chasse les rongeurs. On a donc voulu préserver ses instincts sauvages, contrairement à ce qu'on a fait avec les autres animaux qu'on a domestiqués. Aujourd'hui, nous attendons autre chose de ce petit félin. La domestication du chat n'en est qu'à ses débuts. Ça ne fait que quelques décennies qu'on cherche à supprimer ses instincts de chasseur. Et à mon avis, il aura bien changé d'ici quelques siècles. Il se sera complètement adapté à son nouveau mode de vie urbain. L'homme a offert aux chats de nouveaux territoires et les a transformés en bêtes de concours. Il veut parfois aller plus loin encore et changer radicalement leurs comportements les plus instinctifs. Avant de s'installer dans nos maisons, ce petit félin a accompli un périple de plus de 10 millions d'années. Il a quitté la jungle d'Asie, traversé les déserts du Proche-Orient, pour arriver jusqu'à nos canapés. Aujourd'hui, c'est notre animal de compagnie préféré et une véritable vedette sur Internet. Son épopée est loin d'être terminée. Désormais, nous sélectionnons les chats non plus pour leur talent de prédateur, mais pour leur aptitude à vivre dans nos foyers. Ils vont donc continuer à évoluer. Il est probable qu'ils se conduiront de plus en plus comme des chiens. Ils seront toujours plus nombreux à se promener au bout d'une laisse. Et comme les éleveurs ont tendance à privilégier les critères purement esthétiques, ils deviendront encore plus beaux. Nous avons accueilli les chats dans nos foyers il y a plus de 10 000 ans, en partie parce que leurs petits nous rappelaient nos propres enfants. Et c'est une des raisons pour laquelle on les aime, aujourd'hui encore.